Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. J'espère que vous allez bien en ce vendredi 21 octobre 2022. On attaque tout de suite avec les nouvelles, notamment la reprise de Twitter qui risque d'être très sanglante. Le Washington Post explique que Elon Musk souhaite couper les effectifs de 75%. C'est-à-dire que les 7500 employés de Twitter actuellement doivent pas passer forcément des très très bonnes nuits. Déjà, le fait de travailler pour Elon Musk, c'est connu pour être très très compliqué. Alors là, avec en plus le couperet qui risque de tomber, c'est encore plus compliqué. On va voir comment ça va se passer et surtout la transformation qui va se passer sur Twitter. À côté, nous avons USDT de Tether, donc qui est stablecoin de Tether, qui va être disponible dans 24 000 ATM au Brésil. Au Brésil, qui déjà commençait à se tourner vers la crypto-monnaie d'ordre général. On avait à un moment donné peut-être une espérance que le Bitcoin fasse son apparition au niveau du Brésil. Bon, a priori, ça ne va pas être le cas. En tout cas, c'est tombé un petit peu à l'eau ce qui avait été prévu. Mais on a le Brésil qui, somme toute, se tourne vers la crypto-monnaie, un petit peu comme l'Amérique du Sud d'ordre général. Ensuite, nous avons la grosse nouvelle d'hier, qui est Liz Truss, qui a démissionné au bout de 44 jours. Donc, le Premier ministre anglais a démissionné. La crise anglaise va être très, très forte. Donc, imaginez instabilité sociale, instabilité politique, économique, globalement c'est un peu la recette du désastre. Là, actuellement, je pense que les Anglais, ça va être très très compliqué, et réciproquement, le monde financier d'ordre général va être aussi très compliqué, parce qu'on n'oublie pas que l'économie anglaise est quand même très très implémentée de façon systémique dans l'ensemble de l'économie mondiale, et donc l'économie financière mondiale, donc on risque d'avoir potentiellement des problèmes si jamais on a des fonds de pension qui crachent, comme on avait pu l'éviter déjà jusqu'à maintenant. Est-ce que ça va être le cas par la suite ou pas? Ça va être très très compliqué. Je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un recentrage politique qui soit effectué déjà dans un premier temps au niveau de l'Angleterre, et ensuite on va avoir potentiellement des directives économiques qui vont peut-être régler la situation, ou en tout cas, sans régler la situation, assainir et stabiliser la situation. On ne demande que ça à l'heure actuelle, déjà dans un premier temps. On va terminer sur les nouvelles, on va attaquer la partie technique. Je vous rappelle que le Discord est à disposition en commentaire et en description. Je l'ai créé exprès pour être un hub d'informations sur la crypto-monnaie, la blockchain, le trading et l'investissement. Et on a mis en place, en plus, un premium pour ceux qui veulent aller plus loin avec plein d'avantages. Plus de contenu, plus de 100 vidéos et 300 pages de guides et de formation, et ça continue toutes les semaines à augmenter. Il y a des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des guides et des formations sur la blockchain, sur le trading, sur l'investissement. Il y a des lives hebdomadaires, il y a des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché pour vous donner toutes les informations et prendre des décisions en amont. Il y a tout pour aller plus loin. On va terminer, on attaque la partie technique qui ne va commencer par notre hypothèse héliotisme et qui ne va pas être un rappel parce que j'ai mis à jour. Je vous en avais parlé depuis un certain temps que l'hypothèse que je présentais avait une date de péremption, et pour moi on commence à s'en rapprocher, donc je switch d'hypothèse héliotiste, hypothèse qui est vague 1, vague 2 terminée en mars 2021, 3, 4, 5, la 5 termine en avril 2021, retracement A, B, C, donc schéma héliotiste terminé, en cours, en tout cas de fin, avec cette grande C qui est en train d'être fait. B avec extension, C avec extension, donc nous sommes sur une target classique, 382, order block, on est sur quelque chose qui est classico-classique, et donc on est vraiment sur quelque chose de très simple. On partirait sur une nouvelle schématique héliotiste, avec derrière vague 1, 2, 3, 4, 5, pour un prochain bullrun, en tout cas la préparation d'un prochain bullrun, comme on a pu déjà le voir dans cette partie-là, avec la vague 1 qui avait commencé avant le halving, ensuite retracement 2, 3, et c'est un petit peu la schématique que l'on a. Ensuite, cette C peut cette fois-ci descendre, soit à 14 000, 15 000 pour aller travailler justement le top de la 1 qui correspond en même temps au 786 sur lequel on n'a pas de liquidité, ou descendre plus bas au niveau de l'order block. Là, on est tout à fait libre, sans invalidation, et on est tranquille pour la mise en place. Pourquoi je change? Parce que tout
simplement, on est dans une période de neutralité très forte, et il aurait fallu, pour l'hypothèse précédente, avoir un regain haussier, en tout cas assez fort, pour pouvoir se dire que potentiellement on allait faire une 5 avec un nouvel ATH pour faire le ABC dans le temps imparti. Actuellement, au niveau de la macroéconomie, clairement, on n'aura pas la pression, enfin en tout cas, il y a trop de pression macroéconomique pour pouvoir la faire, et la temporalité commence à se raccourcir. On n'a pas d'allègement au niveau de la macroéconomie, donc ça veut dire qu'au niveau de la temporalité, on ne va pas être bon, et il va falloir rajouter. C'est pour ça qu'on met à jour maintenant la schématique Elliotiste. Alors, est-ce que nous sommes dans une zone intéressante pour l'achat? Oui, 618, 786, zone de rechargement classique long terme si on veut rentrer en DCA dessus. Est-ce qu'on peut descendre plus bas? Oui, je vous ai donné les informations. Est-ce qu'on peut rester au niveau là et ranger pendant un certain temps? Oui, c'est un petit peu ce que j'ai en tête depuis déjà un certain temps. Alors on va aller faire un petit tour sur le total de la crypto-monnaie pour vous donner une indication et ouvrir un petit peu le débat de quelque chose avant d'entamer la partie vraiment purement technique, qui est cette notion que l'on a de psychologie générale par rapport au marché, et se poser la question de où est-ce que l'on est dans ce cycle. Là, c'est la totalité des crypto-monnaies, donc la totalité des capitalisations boursières de la crypto-monnaie, et la grande question, c'est est-ce que la capitulation, cette fois-ci, a été faite? J'ai mis les volumes pour pouvoir se retracer, et on va prendre comme exemple quelque chose qui est très connu, qui est voilà, la notion de psychologie des cycles de marché, et sur lequel nous avons cette accélération haussière que l'on a connue, retracement, retest, et ensuite on a justement la notion de ça va aller, ça va bien aller, et puis là ça chute, ça va pas bien, là on commence à avoir des margin calls, on commence à lâcher, on fait la capitulation directement, et ensuite on a une période de ranging qui est plutôt descendante, sous forme de dépression, et de départ haussier. C'est un petit peu ce qu'on retrouve clairement dans tout ce qui est cycle de marché habituel. Alors la question de se poser, c'est où est-ce que nous en sommes actuellement? On va pas regarder la notion de temporalité, en tout cas de hauteur et de proportion de hauteur, bien que on pourrait avoir cette notion de disbelief qui se trouve ici avec l'accélération haussière, le hop, qui correspond plus ou moins au point bas, donc qui pourrait être généralement plus bas, mais étant donné qu'on est quand même dans un cycle qui est majoritairement haussier, c'est un petit peu compliqué. Est-ce qu'on pourrait se dire qu'on arriverait dans les 250 pour le faire? Ça me paraît quand même vraiment compliqué. Mais néanmoins, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a quand même un cycle de descente qui est très fort, et ensuite on a quelque chose de stabilisation, d'accord? Pareil, on pourrait avoir cette cycle de descente qui serait la première partie, la réaccélération qui serait la complacency, et ensuite, dans cette chute très forte, on a l'anxiété, le déni, et la panique et les capitulations, d'accord? Capitulation qui aurait eu là. Donc on aurait eu justement tous les différents éléments. C'est un petit peu ma vision que j'ai, pour plusieurs raisons. Plusieurs raisons, c'est que nous avons ici des volumes qui sont en descente. Clairement, des volumes qui sont en descente, très fort. Donc ça veut dire qu'on a un volume de transactions sur l'ensemble des crypto-monnaies qui est en chute. On a aussi un intérêt massif qui est en chute. Ça veut dire que actuellement il n'y a personne qui s'intéresse trop aux crypto-monnaies, à part ceux qui sont déjà actifs, ceux qui sont déjà en avance, ceux qui ont déjà connu des bear markets, voilà. Mais globalement, on est sur un désintérêt du grand public, donc qui est plus ou moins une phase réellement de capitulation, qui est dans une phase de dépression. Donc on est dans cette phase où il n'y a rien qui se passe, où on est dans une forme de ranging avec assez peu de volume, assez peu d'intérêt. Quand on regarde Google Trends, qui permet d'avoir un petit peu la vision des recherches effectuées, que ce soit sur la crypto ou sur la blockchain ou sur le Bitcoin, on voit que c'est en chute libre et que ça ne remonte pas. Je pense que toutes les personnes qui font des vidéos ou qui sont sur Twitter le voient aussi directement, on voit l'impact que ça a au niveau des tweets, et donc la question c'est vous, où est-ce que vous pensez que l'on en est? Voilà. Est-ce que on est dans cette phase de dépression? Est-ce que on est encore dans une autre phase avant, dans une phase après? À vous de me dire ce que vous en pensez, notamment en commentaire. Alors, on va zoomer sur cette phase de capitulation / désintérêt que l'on peut avoir, et on va parler de quelque chose qui est intéressant, parce que je vous ai expliqué que la notion de volume
Alors, je vais pas mettre les volumes sur Binance parce qu'ils sont en train de monter, parce que Binance est en train de monter lui-même en force, mais quand on regarde la totalité des volumes sur l'ensemble du marché, on a quand même une compression des volumes, même si on a eu quand même une réaccélération dans cette zone-là, on est quand même dans quelque chose où le cours est en train de se contracter, on en parle depuis assez longtemps, et certains m'ont posé la question, ok, mais contracter, comment tu le vois? Alors déjà, tu vois au niveau des bougies, quand tu as l'habitude de gérer des bougies, tu as ces patterns de compression sur lesquels on voit quand même des choses très fortes qui sont en train de se faire. Et sinon, tu as un autre indicateur qui est très important, qui est les bandes Bollinger, sur lequel tu vas voir une moyenne de la hausse et une moyenne de la baisse, sur lequel tu vas pouvoir voir les contractions réelles de la volatilité du cours. Et là, on voit qu'on est vraiment dans une phase de contraction. Ce qui est intéressant, c'est que alors j'utilise plus les bandes Bollinger depuis assez longtemps, mais c'est très intéressant d'avoir cette visibilité-là, parce que c'est annonciateur généralement qu'on a une contraction du cours, qu'on a une contraction de la volatilité au sein d'actifs excessivement volatiles comme le Bitcoin. Généralement, on a une sortie qui est aussi excessivement volatile. Alors, ça peut durer longtemps, hein. Faut pas dire que c'est pas parce que là, ici, on est en train de comprimer que forcément on va casser à la baisse ou casser à la hausse de façon très volatile. Non. Ça prend du temps et il faut l'avoir en tête, mais c'est un bon indicateur. Et si on regarde un petit peu, je me suis amusé du coup ce matin à repasser. Alors j'ai mis en logarithmique, hein, d'où la notion de les bandes se vautrent totalement. Mais je suis passé sur le total index, donc qui reprend la totalité de l'ensemble des échanges qui ont été effectués, qui a été compilé par TradingView. Et j'ai mis les bandes Bollinger pour voir un petit peu ce qui se passe. Quand on regarde en 2012, qui est le point, un des points de compression bas, avant le redépart haussier, nous avons notamment une contraction très très forte des bandes Bollinger dans cette zone-là avant d'avoir une accélération haussière. Ok. Ensuite, on passe dans les années 2015-2016. Que voit-on? Nous voyons une contraction du cours, plus on arrive vers la partie basse. D'accord, contraction sur lequel on a la première accélération baissière, retracement haussier, temporisation zone de neutralité, compression, cassure baissière avec le Black Swan, et redépart haussier. Ok, on retient. Pareil, on se replace dans plus récent, 2018, et là pareil, nous avons cette chute, zone de neutralité, cassure baissière, et ici on voit qu'on a aussi une contraction avant le mouvement haussier fort. Donc, toujours, on a la contraction en amont de quelque chose, en amont d'une accélération haussière, en amont d'un Black Swan, en amont d'une accélération haussière, en amont d'une cassure baissière, en amont d'une accélération haussière. Donc on a toujours cette compression. Et là, où est-ce que l'on en est? Bah, on est quand même très très loin, hein. Là, actuellement, on va retirer les logs, histoire de pouvoir, hop, surzoomer. On voit qu'on est en train de comprimer, parce que je suis en hebdomadaire. On est en train de comprimer, mais on n'a pas encore cette compression. On n'a pas encore cette compression qui est en train de se faire réellement. On va avoir quelque chose potentiellement qui va faire quelque chose comme ça. Tac, où en effet on aura potentiellement une période dans laquelle on va avoir une période de neutralité et de compression. C'est un petit peu le schéma que j'ai depuis un certain temps, que je commence à vous préparer, avec notamment cette fin d'année qui risque d'être dans une forme de ranging un petit peu long, dans lequel ça peut être intéressant de DCA, et ensuite des potentielles résolutions courant 2023, notamment premier trimestre, enfin fin du premier trimestre, début second trimestre, avec l'adage habituel, on pose les bottoms en hiver, ouais, on prépare les bull runs en printemps, et donc c'est un petit peu là ce qui est en train de se caractériser. Dans tous les cas, on a le pricing du marché qui s'est effectué sur la schématique de mise en place de l'augmentation des taux de la Fed, donc on a un petit peu l'idée de ce qui va se passer, on est maintenant rassuré, dans le sens où il n'y a plus cette notion d'imprévu, la notion d'être rassuré dans les marchés financiers, en tout cas dans les opérateurs, c'est de limiter l'imprévu, ce n'est pas de savoir que ça va aller mieux, c'est de savoir en tout cas ce qui potentiellement peut se passer, que ce soit pire ou pas, ça veut dire qu'ils sont ce qu'on appelle covered, donc ça veut dire qu'ils sont hedgés, ils sont capables de pouvoir assumer n'importe quelle position. Et c'est l'important, et globalement c'est un petit peu ce qu'on est en train d'arriver, parce que on sait qu'on va continuer à augmenter les taux, on sait que l'inflation ne va pas diminuer tout de suite, on a eu notamment les chiffres du mortgage à 30 ans qui a continué à augmenter, mais ça c'est normal, étant donné qu'on a une augmentation réelle, et on a
problématique immobilière qui risque de pas tarder à éclater, en tout cas aux USA potentiellement d'ici la fin de cette année. Donc on va avoir pas mal de choses, pas mal de mouvements potentiels sur les marchés classiques, mais je pense qu'au niveau du BTC, on est arrivé dans une zone de ranging où on peut descendre un petit peu plus bas, oui, travailler la zone des 15 000. Pour moi, le ranging, c'est 15 000, 25 000, avec une zone basse qu'on n'a pas encore tapée, mais qu'on pourrait être amené, parce qu'on a une forme de résilience au niveau du BTC, on a quelque chose qui est quand même relativement résilient depuis quelques semaines, quelques mois, par rapport à ce qui est en train de se passer sur les marchés classiques, ce qui est positif pour l'actif en lui-même, et on n'oublie pas que derrière le BTC, c'est quoi ? C'est aussi une industrie, c'est une industrie qui est là pour sécuriser, c'est une industrie qui achète de l'équipement, qui achète de l'électricité, qui a des employés, qui a des immobilisations, qui a des frais fixes, et à un moment donné, il y a des coûts d'exploitation qui sont incompressibles. Donc on ne peut pas retourner à zéro, on ne peut pas retourner en dessous des 10 000 sans avoir un impact très 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 fort sur cette industrie-là qui a continué et qui continue à investir. Pour rappel, le taux d'augmentation, enfin la difficulté de minage continue continuellement d'augmenter. On fait ATH sur la difficulté de minage. Donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de mineurs qui sont en train de s'instancier, alors qu'on est au bear market. Normalement, il est noté qu'on est censé arriver dans la théorie du dernier survivant, qui serait justement une diminution de la difficulté de minage, et pas une augmentation. Donc il y a eu déjà une forme d'épuration au niveau des mineurs qui s'est fait, ok, mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Si jamais on descend en dessous de la barre des 10 000, bah là je pense qu'il en restera vraiment pas beaucoup, et donc quelle est la notion de la décentralisation dedans ? Voilà, tout l'intérêt de Bitcoin et toute la réflexion qui s'effectue dessus. N'hésitez pas d'ailleurs à en parler en commentaire ou sur le Discord, c'est avec plaisir que j'interagirai dessus. Partagez-moi votre opinion, c'est avec plaisir aussi que c'est la notion d'échange, c'est ça qui est intéressant dans ce que l'on fait aujourd'hui. Alors, on va cette fois-ci zoomer en 1 heure, voir un petit peu ce qui se passe. Bon, bah là en l'occurrence, pas grand-chose, on est toujours dans une phase descendante. On a validé le fait qu'on a fait un break-off structure. Ici, on est reparti, on n'a pas fait de nouveau plus haut, donc on n'est pas allé retester notamment cette zone ici, on a cassé baissier tout de suite, et là je pense qu'on va faire une continuité baissière pour aller chercher notamment la mèche qui a été là, laissée là, pour aller chercher l'objectif. Pour moi, de retracement que je vous ai tracé la dernière fois, donc c'est cette impulsion baissière sur le retracement effectif ici, avec derrière une zone 18 000, 18 600, sur lequel on a l'objectif 1 et 1,1 de continuité baissière. On a l'objectif qui serait potentiellement ici le 382, le temps qu'on y arrive pour aller toucher ce bas qui correspond à cette mèche et cette mèche qui correspondent au canal, au bas du canal de compression, parce que on crée de la compression de liquidité actuellement à travers le mouvement qui est en train de se faire. Forcément, quand on a une compression de la volatilité, on crée aussi une compression de liquidité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, étant donné qu'on est hautement volatile habituellement, et que là ce n'est pas le cas, les gens se positionnent, mais se positionnent tous plus ou moins dans la même range. Ça veut dire que potentiellement leurs SL sont toujours dans la même zone, donc c'est pour ça qu'on parle régulièrement de compression de volatilité qui rentrait une compression de liquidité, mais ce qui est normal. Et derrière, étant donné qu'on a assez peu de mouvements forts, ça veut dire aussi que les personnes qui se positionnent au début ne sont jamais liquidées, les personnes qui se positionnent au début ne sont jamais liquidées aussi, que ce soit en long et en short, et donc derrière, ça veut dire que ça s'accumule, ça dure. Et à bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir une cassure. Et ça peut être aussi, d'ailleurs c'est intéressant, cette cassure peut être aussi faite pour la notion de capitulation des personnes qui sont en position. Pourquoi on n'oublie pas ? Parce que si on est en futur, ça veut dire que le fait d'être en position dans cette zone-là, c'est admettons j'ai acheté, ici je suis en short depuis un certain temps, d'accord, où je suis rentré, je suis mal rentré, je suis rentré ici en short depuis un certain temps, j'ai eu un passage en négatif, j'étais sous l'eau, mais là voilà, je suis à peu près en break-even. Mais il faut savoir qu'en fonction de la position que j'ai des coûts réels qui s'appellent le funding, sur lequel ça me coûte de l'argent de rester en position. Donc passé un moment donné, il va y avoir des personnes qui vont capituler, il y a des personnes qui vont arrêter, couper leur position, alors qu'elles soient légèrement négatives, légèrement positives, ça importe peu, mais ils vont couper leur position. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que du coup, ils vont re-rentrer dans un trade inversé de leur position. C'est-à-dire que s'ils sont en short, ça veut dire qu'ils vont acheter pour pouvoir retirer leur short. Donc c'est-à-dire que potentiellement, on pourrait avoir une accélération soit haussière, soit baissière, en fonction de qui cédera
en premier, et d'où l'intérêt d'aller regarder aussi le funding rate pour voir un petit peu comment ça se passe depuis un certain temps, quelle est la position. Alors, on va aller attaquer ici l'open interest et donc aller voir aussi l'order flow. Pour l'order flow, on n'a pas trop de changements, à part qu'on note qu'au niveau des top traders, on a une petite inflexion qui s'est effectuée ici avec notamment la petite cassure là. On a la réaction habituelle de la totalité des comptes qui est « Ah, ça descend, j'achète ». On a ici une stabilisation comme d'habitude de l'open interest pour l'instant, on est toujours dans une forme de statu quo. Ce qui est important à valider, c'est est-ce qu'on va casser cette zone basse là, d'accord? C'est est-ce qu'on va casser cette zone basse là qui pourrait nous donner une indication en effet que sur les top traders on a une vocation à descendre plus bas. Voilà. C'est un petit peu l'idée, et à ce moment là on aurait vraiment une discordance entre les deux, et là on aurait un signal potentiellement de résolution de cette faible volatilité que l'on a depuis un certain temps, avec une cassure qui pourrait être baissière pour aller retester notamment les 17 500 et réaccélérer un petit peu à la baisse, surtout qu'on a une macroéconomie, en tout cas le Nasdaq qui est en période de earning, donc avec pas mal d'annonces, et la macroéconomie américaine qui est un peu le cas, où normalement on devrait avoir quelque chose qui est un petit peu plus bullish que d'habitude, sauf que quand on regarde le Nasdaq, bon bah on enchaîne quand même, ça fait 3 jours où on est plutôt dans le négatif, on a fait mercredi, jeudi, vendredi, on a des chiffres qui sont pas forcément super bien pour certains, donc là je vous ferai potentiellement un résumé ce week-end si j'ai le temps de finir de passer en revue l'ensemble des dossiers, mais on est quand même sur quelque chose qui aurait dû être une continuation positive. On voit que on a quand même des difficultés réelles au niveau des différentes annonces. Après il est vrai qu'on avait eu notamment cette journée qui commençait en positif, avec une ouverture de la bougie, une accélération haussière, et ensuite on a eu un retournement. Pareil ici, accélération haussière, retournement en fin de journée. Là cette fois-ci on commence à l'inverse, on commence à la baisse, et sur lequel on pourra avoir notamment l'ouverture du marché américain, une cassure haussière. Dans tous les cas là on est dans une zone sur laquelle on pourrait aller retravailler cette zone là, je vous l'ai montré notamment en 1 heure, on va aller le revoir tout à l'heure, mais pour moi là, il va falloir patienter soit un travail de la zone des 10 800 pour pouvoir faire une accumulation et repartir à la hausse, soit un retournement de situation avec un break haussier. Bon, là, le retournement de situation, break haussier, tout de suite, je le vois pas forcément maintenant, ou alors il faudrait vraiment qu'il y ait des très bonnes nouvelles, ce qui est pas forcément l'état. On n'oublie pas qu'on va avoir notamment une clôture hebdomadaire, où on voit que on a quand même eu une bonne semaine, somme toute. Alors oui, on a ravalé une grosse partie, mais la réaction haussière a été plutôt positive. Ce qui me gêne un petit peu, c'est que normalement dans les périodes de earning, on est censé avoir quelque chose qui est quand même beaucoup plus bullish. Là, c'est pas le cas. Après, en même temps, vu la tête de la macroéconomie actuelle, c'est un petit peu normal. Mais on a quand même des résultats qui sont positifs, certains négatifs. Donc, on est censé avoir une zone de neutralité qui pourrait être temporisée entre les deux. À savoir que on pourrait escompter que les résultats aient été pires, ce qui n'est pas le cas, et donc on aurait pu avoir quelque chose qui soit un petit peu plus structuré vers la hausse, avec une cassure du niveau que je vous ai donné pour aller potentiellement retester les 12 000 $. Bon, là c'est pas le cas, donc je pense aussi qu'on risque d'avoir, une fois que ce sera terminé cette zone de volatilité, quelque chose qui va être plus une zone de neutralité pendant un certain temps, où on va voir le Nasdaq qui va travailler, notamment qui va travailler la zone des 10 500, voire 10 800, en gros, allez, on va dire 10 500, 11 000, sur lequel on va avoir le cours qui va osciller. En 1 heure, on voit très bien ça, où on voit qu'on a bien cette accélération haussière suivie d'une cassure baissière. On est allé prendre ici les liquidités de l'equal high qui était là, on a pris les liquidités, on a avancé, on a pris l'order block qui se trouvait ici, et ensuite on a cassé baissier, avec ici le break of structure qui nous donne une première indication. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on n'a pas structuré tout de suite, d'accord? On n'a pas structuré tout de suite au niveau de la chute baissière, ce qui montre que potentiellement on a une forme de résilience qui est en train de se mettre en place ici, qui est plutôt positive, et qui se voit d'ailleurs ici sur une divergence RSI, mais aussi par le fait qu'on n'a pas structuré tout de suite en dessous de la cassure. Normalement, quand c'est comme ça, on est censé avoir une prise de liquidité, oui, soit une réaction haussière qui est assez forte pour une véritable prise de liquidité, soit derrière, on marque la prise de liquidité et on casse, d'accord? On fait tout simplement des bougies en dessous. Là, c'est pas le cas. On est dans une forme de neutralité qui risque d'être inversée,
à l'ouverture des marchés américains qui vont prendre le relais. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le marché asiatique est assez faible en ce moment, notamment sur les cryptos, alors que historiquement on avait quand même des moments où on avait des accélérations ou des clusters de liquidité qui étaient des liquidations qui étaient déclenchées par le marché asiatique. Là on voit quand même quelque chose qui est vraiment plat, et sur lequel on peut s'interroger. Et ce sera le mot de la fin. N'oubliez pas, si vous avez aimé le contenu, vous souhaitez soutenir la chaîne, abonnez-vous, partagez, commentez et faites le petit pouce bleu, le petit like, ça fait toujours très plaisir et ça aide énormément. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément et rejoins-nous sur Discord.